18h-20h, Inside Business sur BFM Business. Alors, faut-il rappeler que Carlos Ghosn est soupçonné de fraude fiscale, qu'il est toujours en garde à vue au Japon, où il a été arrêté hier à Tokyo, qu'évidemment le monde des affaires est sous le choc, ce n'est pas n'importe qui. Dissimulation des salaires au fisc japonais, possible abus de biens sociaux. Le dossier paraît solide, on va l'évoquer, ce dossier, la personnalité de Carlos Ghosn, la succession et les conséquences de cette affaire avec nos invités, avec Mathieu Pechberti, journaliste BFM Business. Merci Mathieu d'être encore là ce soir avec nous, avec Bertrand Delavilléon, associé Eurogroup Consulting. Bonsoir monsieur. Et avec Xavier Patrolin, vous êtes le président d'Albatros Capital. Bonsoir. Bonsoir. Revenons, si vous voulez, Mathieu, pour commencer sur... On ne sait pas très bien où il est. Il est toujours au Japon, il est toujours en garde à vue, il est toujours à la disposition de la justice et il pourrait y rester, en théorie, jusqu'au 7 décembre. C'est très long, les délais sont très longs. 23 mais oui, 23 jours. Mais on a peu de détails sur ce qu'il y a dans les dossiers, sur ce que réellement le fisc japonais, la justice japonaise lui reproche. Oui, on a des petits éléments qui nous reviennent aux oreilles sans être confirmés ni vérifiés, donc il faut être extrêmement prudent avec ça. On parle évidemment donc de deux choses, d'abus de biens sociaux, c'est-à-dire d'avoir utilisé l'argent de l'entreprise. Nissan a des fins personnelles, alors on parle en fait de montage financier pour acquérir des biens immobiliers à l'étranger, au Liban, au Brésil, un pays que M. Ghosn connaît bien puisqu'il a 3 nationalités, également dans d'autres pays. Il se serait fait aider pour faire ses montages par son bras droit au sein de l'Alliance, qui est M. Greg Kelly, qui a également été arrêté avec lui hier à Tokyo. Pour le reste, sur les aspects de fraude fiscale, c'est-à-dire de dissimulation pour le moment, ce qu'on entend dire encore une fois, il faut être prudent, de dissimulation de revenus, c'est-à-dire en gros d'avoir déclaré moins de revenus qu'il n'en avait touché. Là, on n'a aucune indication. On peut juste minorait ses gains de 39 millions d'euros sur 5 ans. Voilà. Le chiffre qui est sorti. On ne sait pas comment, on n'a pas plus de détails, on peut imaginer que c'est à travers des montages financiers. Bref, en fait, ça ne sert à rien de s'étaler là-dessus. On n'a pas d'éléments, c'est d'ailleurs ce que relève le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Il insiste en disant je n'ai pas de preuves. Voilà, donc ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas, ça veut dire qu'il les veut. Et qu'en tout cas, il ne veut pas se prononcer de manière définitive sans avoir de preuves. C'est son boulot, évidemment, en tant que ministre et aussi en tant qu'actionnaire de Renault. Et précisons que pour le moment, la justice française n'a rien à lui reprocher. Pour le moment, la justice française n'a rien à lui reprocher. Bruno Le Maire a quand même dit que sa situation fiscale, donc celle de Carlos Ghosn en France, puisqu'il touche des revenus aussi en France en tant que patron de Renault, avait été vérifiée et qu'il n'y avait pas de problème. Voilà. Bruno Le Maire s'est quand même engagé là-dessus, donc c'est quand même important. J'espère qu'il est sûr de lui et que les services fiscaux sont sûrs d'eux. Mais c'est vrai que pour le moment, on a peu d'éléments factuels. Après, on imagine bien que si Nissan a pris de telles décisions et les a annoncées de manière si forte, c'est qu'il y a forcélement des faits avérés. Alors vous faites bien de dire ça, parce que quand même depuis hier se dégage la personnalité d'Hiroto Saikawa, qui donc le directeur général de Nissan, qui était le dauphin, et qui hier dans une conférence de presse a très vite déboulonné le patron, et en même temps dire que la presse japonaise, Carlos Ghosn est passé du statut d'icône, d'homme irréprochable, le sauveur, le génial businessman, à celui d'homme cupide, presque malveillant. Oui. Encore une fois, on a du mal à se dire que ce soit un coup monté. Une telle décision n'est pas fondée sur rien. Après, beaucoup s'interrogent, et y compris chez Renault aujourd'hui, sur la forme de l'annonce. Voilà, on se dit que dans ce genre de situation, on peut aussi annoncer ce genre de malversation par un communiqué lapidaire, saisir la justice et puis en rester là. Voilà, là, il y a quand même eu une grande conférence de presse par le directeur général de Nissan. On ne peut pas s'empêcher de se demander, de se dire pourquoi ne l'ont pas-ils fait plus discrètement. Et en tout cas, chez Renault, on entend parler de coup d'État. Dans les couloirs, on se dit, bon, ils ont aussi profité de cette situation pour sortir définitivement Carlos Ghosn du jeu, qui est quand même indéboulonnable, qui, encore une fois, n'enlève rien aux faits qui lui sont reprochés. Alors, vos réactions, messieurs, sur cette affaire. J'ai envie de commencer par vous, Bertrand Delavilléon. Oui, alors, ma réaction, moi, je me garderai bien de me prononcer sur le dossier en lui-même, parce que, comme vous l'avez justement fait remarquer, personne ne connaît exactement ce qu'il y a dans le dossier, et on serait, à mon avis, assez prudent pour attendre la fin de l'enquête et voir ce qu'il en sort. Je partage votre point de vue sur le fait que il y a une mise en scène en fait de l'annonce et que forcément ça porte un certain nombre de questionnements. Alors
moi, l'intérêt aujourd'hui, c'est de projeter un petit peu quels sont les scénarios et surtout l'avenir de l'Alliance. Ça a déjà commencé, parce que ce soir, on attend là d'une façon imminente le duo la nomination de ce que demandait le maire, la suite, l'intérimaire, les deux intérimaires. C'est que le conseil d'administration doit se prononcer à la demande de Bruno Le Maire sur une gouvernance intérimaire, donc c'est pour gérer les affaires courantes, on va dire. Et puis après, l'ensemble des scénarios sont ouverts aujourd'hui en fonction de ce qui peut se passer. Alors côté Nissan et Mitsubishi, les choses ont l'air quand même engagées pour que Carlos Ghosn soit révoqué de ses dès décisions. Jeudi, oui. Donc les conseils d'administration sont planifiés pour décision. Côté Renault, je pense que effectivement les choses sont en attente aujourd'hui, d'avoir plus d'éléments pour se prononcer. Et puis donc sur l'alliance, c'est vrai que Carlos Ghosn représentait un petit peu, je dirais, le maillon fort de cette alliance. C'est lui qui l'avait voulu. Il a été l'architecte. Et aujourd'hui, cette alliance est quand même sous une forme assez souple, avec des participations croisées. Et que deviendra cette alliance demain sans Carlos Ghosn s'il est amené à quitter le groupe? Voilà, ça c'est une question aujourd'hui qui est posée. Et donc le jeu des partenaires de l'alliance, qui sont Mitsubishi, Nissan et Renault, comment il va se rééquilibrer ou évoluer en fonction des différents scénarios possibles. Xavier Patrolin, réponse à cette question? Est-ce que l'alliance peut être affectée et de quelle manière? Clairement, c'était la clé de voûte du dispositif. Et si on prend factuellement sur les 10 dernières années, on observera qu'il y a une montée en puissance opérationnelle de Nissan. Pour qu'on ait un peu un ordre d'idée, Nissan, c'est une marque mondiale, Renault, c'est une marque régionale. Nissan, c'est une marque mondiale qui était au bord de la faillite au milieu des années 90. Et il y a un coup de poker incroyable qui est fait par, à l'époque, un constructeur qu'on trouvait trop seul, trop petit, trop français, qui s'appelait Renault, et qui lance une opération avec très peu de milliards, 3 milliards ou 4 milliards à l'époque. Et d'ailleurs, les analystes de l'époque disaient que ça aurait été beaucoup plus simple pour la sécurité de Renault financière de mettre ces 3 ou 4 milliards dans un coffre-fort et de les jeter au milieu de l'océan Atlantique. Ça veut dire qu'ils étaient très pessimistes sur l'avenir de Nissan. Mais Nissan, c'est une marque mondiale. Vous plantez un drapeau Nissan dans le désert, même les Touaregs savent ce que c'est qu'une Nissan. Et donc là, il y a une montée en puissance. Et pas une Renault. Il y a une montée en... Pardon ? Et pas une Renault. Une Renault, moins. Et vous avez une montée en puissance opérationnelle en termes de production. Le potentiel de Nissan est très fort. Et ça n'a pas échappé au management de Nissan et encore moins aux autorités japonaises. Donc ce mouvement, auquel ce fait divers, si j'ose dire, s'inscrit dans probablement une volonté de rééquilibrage. Et ça n'a pas non plus échappé à la puissance publique française, qui est sur le dossier depuis au moins 3-4 ans. Vous aurez noté quand même que les relations entre Carlos Ghosn et les ministres successifs de l'économie et des finances ont été des relations relativement compliquées. On peut dire que d'une certaine façon, Carlos Ghosn avait rang un peu de chef d'État et qu'il n'était pas un bon petit soldat qui exécutait les ordres. Il y a eu la montée, notamment quand Emmanuel Macron était ministre de l'économie et des finances. Je rappelle quand même qu'à l'époque, Emmanuel Macron décide de ramasser sur le marché un peu plus de 4% du capital pour faire valoir en Assemblée générale les droits de vote double, alors que Carlos Ghosn s'y opposait. Et d'ailleurs, reprenez le communiqué de l'époque de Renault, qui a un communiqué que je qualifierais d'incendiaire à l'égard de son actionnaire de référence. On va marquer une petite pause si vous voulez bien et on se retrouve juste après. À tout de suite. Ce soir, sur BFM Business, Erwan Morris reçoit les acteurs clés de la transformation environnementale. Ils nous dévoilent leurs initiatives pour un business plus vert. Green Reflex, ce soir à 22h50 sur BFM Business. Green Reflex vous est proposé par BNP Paribas, la banque qui vous accompagne dans la transition énergétique. J'aurais voulu commander un menu B7. J'arrive du futur, de 2018. On est en 2018. Et vous téléphonez encore pour commander vos sushis? Avec Just Eat, vous commandez dans les meilleurs restos du coin. Just Eat. Commandez en ligne ou téléchargez l'appli. Je préviens les voisins. Retrouvez BFM Business à la radio dans les grandes villes de France. À Caen, 107.1. La fin de la neutralité du net. Ça veut dire que les entreprises, suivant leur taille, suivant leur secteur, paieront des sommes différentes pour des capacités d'accès différentes. Donc il faut faire très attention à ce genre de choses. Découvrez toutes les fréquences FM de BFM Business sur bfmbusiness.com. BFM Business, à Metz, 104.0. On a accepté collectivement de payer la facture de la crise, puisque chacun apporte sa contribution à hauteur de son poids économique. Je dirais qu'on
sera une performance probablement positive. BFM Business, la radio de l'info économique et financière. 16, 17, 18. Allez mon chéri, c'est l'heure de dormir. Ouais, salut David. Salut les gars, ils m'ont dit bonne fête. RMC, la radio pas comme les autres. Votre rendez-vous avec la Finbox, l'application qui rassemble tout votre patrimoine financier et immobilier. – 18h-20h, Inside Business sur BFM Business. À 18h50, nous sommes en train de parler des suites de l'affaire Carlos Ghosn dans Inside Business, en compagnie de Bertrand Delavilléon, associé Eurogroupe Consulting, de Xavier Patrolin, le président d'Albatros Capital, et de Mathieu Pechberti, journaliste BFM Business. Et l'on se demande ce que va devenir cette alliance. Est-ce que Nissan peut s'émanciper, sortir de la tutelle, ou même prendre le leadership de l'alliance, Mathieu ? Oui, c'est plutôt cette deuxième option, en fait, qui est aujourd'hui sur la table. L'alliance, si vous voulez, Carlos Ghosn avait créé une sorte de rapprochement à l'envers. C'est-à-dire que lui, il avait commencé par rapprocher Nissan et Renault, entre guillemets, dans les usines. C'est-à-dire qu'il y a des usines en France qui fabriquent des véhicules Nissan, même maintenant Mitsubishi, et inversement, voilà, dans le monde entier. Il ne restait plus finalement qu'à échanger le patrimoine, c'est-à-dire le capital des deux entreprises. Et c'était ça qui était compliqué. Et c'était quand même ça qui était sur la table depuis plusieurs mois, à la demande d'ailleurs de l'État français, actionnaire de Renault, qui avait demandé à Carlos Ghosn d'étudier en fait différentes options pour consolider l'alliance et qu'elle lui succède. Et c'est bien là qu'on voit que Carlos Ghosn était la clé de voûte de cette alliance à l'équilibre un petit peu particulier, un petit peu baroque, et qu'à un moment où la clé de voûte s'en va, c'est l'équilibre de la voûte et savoir si elle ne va pas s'écrouler. Donc on ne va pas revenir sur le passé, c'est impossible. Maintenant, la question c'est qui va prendre le pouvoir et comment. Et clairement, on voit de toute façon qu'on parlait de la mise en scène de l'annonce du départ de Carlos Ghosn par Nissan et par son directeur général. On a quand même un directeur général qui annonce le départ de son président. Moi, je n'ai jamais vu ça dans la gouvernance de n'importe quelle entreprise au monde. Et on voit que Bruno Le Maire... Une sorte de putsch ? En tout cas, chez Renault... À la faveur d'un dossier fiscal un peu scabreux ? En tout cas, chez Renault, encore une fois, on a le sentiment qu'effectivement, il y a eu un putsch anti-Ghosn. Encore une fois, sûrement assis sur des faits qui seront avérés sûrement par la justice japonaise. On ne remet pas ça en cause. Mais il y a eu quand même cette communication et cette mise en scène pour le débarquer de manière très forte, incontestable. Et en retour, l'autre actionnaire de Renault, qui est l'État français, Bruno Le Maire, lui attend des preuves. Et quand il parle de direction par intérim, c'est important, c'est une nuance de taille. C'est-à-dire de dire on ne prend pas de décision définitive, et quand on aura des preuves, on en prendra. Au J+1, tout s'organise pour faire en sorte que, pour l'instant, la stabilité des entreprises soit parce que, encore une fois, c'est préservée. Forcément, Nissan veut prendre le lead dans cette alliance et Renault, l'État français ne veut pas se laisser faire. Donc c'est un bras de fer, clairement, entre l'État français et Nissan. Bertrand Delavilléon, votre avis sur l'avenir de l'alliance ? Je partage ce qui vient d'être dit. Je dirais que ça arrive en plus à un mauvais moment, en fait, parce que, effectivement, l'automobile et Renault en particulier, enfin l'alliance est au cœur de transformations majeures, que ce soit sur l'électrique, sur le véhicule autonome, un certain nombre de choses. Donc il y a quand même à dresser le cap de tout ça, et que c'était quand même Carlos Ghosn, un bon capitaine d'industrie qui avait anticipé un certain nombre de choses, notamment sur l'électrique, par le passé. Donc ça, qui va donner le cap demain, ça c'est une vraie question. Je pense que sur la gouvernance courante, il avait pris un peu de recul chez Nissan, chez Renault. Thierry Bolloré a pris effectivement des fonctions de directeur général adjoint, et donc sera en mesure, je pense, de pouvoir... Assurer la continuité, comme on dit aujourd'hui. La question, c'est quel est le capitaine du navire qui va fixer le cap demain, en zone de turbulence, et qui va tenir la barre. Ça, c'est la vraie question. Alors effectivement, Nissan
peut saisir l'opportunité de rééquilibrer les choses. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le marché chinois commence à montrer des signes de faiblesse et Nissan est assez présent sur ce marché chinois, beaucoup plus que Renault. Donc c'est aussi une zone de questionnement sur, on va dire, le moment à laquelle cette annonce, enfin, ces informations-là sont sorties. Xavier Patrolin? Oui, non, mais c'est un moment opportun pour Nissan, ce qu'on appelle en termes anglo-saxons, c'est le reverse takeover, c'est-à-dire que c'est la cible qui devient le prédateur. Et c'est ça dont il s'agit. Donc, moi, je ne vois pas comment on peut éviter de rééquilibrer le rapport de force, les intérêts économiques en faveur de Nissan. Après, comment il faut sauver toute une série d'apparences. Mais quand on regarde même, je me souviens à l'époque de l'opération Renault-Nissan, les gens de Renault étaient fascinés par le potentiel industriel que recelait Nissan. C'est-à-dire c'était une société qui avait de très grandes difficultés commerciales, mais c'était probablement transitoire, qui était, comme on dit, cash burn, c'est-à-dire qui cramait énormément d'argent, mais qui avait un potentiel d'ingénierie industrielle exceptionnel. Et d'ailleurs, la solution, le plan qui était proposé par Carlos Ghosn tout récemment, Drive to the Future ou Drive the Future, était concentré essentiellement, la croissance venait, j'allais dire, principalement de Nissan et venait des marchés à l'export, pas de l'Europe, de la vieille Europe, mais venait des marchés émergents, venait de l'électricité, venait de la transition du moins de carbone. Et ça, l'essentiel, pas à 100%, mais l'essentiel venait de chez Nissan. Donc on peut inscrire ce qui est en train de se passer du point de vue de la rubrique faits divers dans ce rééquilibrage. Et là, pour les autorités françaises, ça va être un exercice compliqué. Parce qu'en face, ils ont fort partie à jouer. Enfin, les Japonais, il ne faut pas les prendre pour des moins que rien, quoi. Ils sont... Et je notais d'ailleurs cet après-midi que le procureur qui manifestement auditionne Carlos Ghosn a décidé, dans sa bienveillance, de faire une extension, non pas uniquement sur Nissan, mais sur l'alliance Renault-Nissan. Donc ça veut dire que les malversations supposées, il y a une extension. Donc ça voudrait dire que les autorités françaises vont être, à un moment ou à un autre, consultées par les autorités judiciaires japonaise pour investigation plus large. Et donc là, ça va mettre, si j'ose dire, le gouvernement... Je trouve que la réponse du ministre en disant « circuler, il n'y a rien à voir du point de vue de la... » Je trouve que c'est un peu précipité quand on sait qu'un ministre qui est nommé, on va attendre 48 heures, 72 heures, on fait un travail d'investigation. Je suis surpris d'une réponse aussi rapide. Il n'y a aucune malveillance de ma part. Les règles sont sans doute pas les mêmes au Japon. Non, mais le ministre aurait été prudent peut-être de ne pas aller... Vous avez raison, peut-être. En même temps, on peut espérer qu'il sait ce qu'il fait. Oui, bien sûr. Merci à vous trois d'avoir été avec nous pour cette actualité toute chaude. Bien sûr, on marque une pause. On se retrouve à 19h pour le journal et puis ce sera l'heure du débat juste après. Merci d'être là. 18h-20h. Inside Business sur BFM Business.